Retour sur le plateau des enjeux de la gestion des forêts et l'économie verte ici au Gabon. Monsieur Louis-Léandre Bobola, je suis un peu inquiet parce que je sais que votre pays a pris des engagements internationaux, notamment en matière de protection de la nature. On est tous dans le, comment on appelle ça, les forêts, le bassin du Congo et autres. Donc, alors quand on coupe, on ne procède pas à la reforestation, est-ce que vous êtes en train de suivre tous les accords internationaux que vous avez pris? Oui, mais il faut avouer qu'au niveau de la République gabonaise, depuis 2009, il y a quand même un changement de paradigme au niveau de la gestion forestière. Avec cette décision importante qui est intervenue, on aurait pu dire, mais ben voilà, le Gabon est devenu un pays exclusivement forestier. Les engagements internationaux que nous avons pris nous permettent effectivement de valoriser la gestion forestière comme il se doit, comme nous l'avons toujours fait en République gabonaise. Autrement dit, vous voyez tout à l'heure, je vous disais que nous étions à 23,7 millions d'hectares. Et sur les 23,7 millions d'hectares, nous avons un taux de déforestation qui est l'un des plus faibles au monde. Ça peut être paradoxal. Mais c'est pour vous dire que la gestion telle qu'elle est menée en République gabonaise n'est pas de nature à compromettre nos engagements vis-à-vis de l'international. Parce que avec une perte annuelle, je dis bien une perte annuelle d'à peine 4 000 hectares, ce qui nous renvoie à un taux de déforestation de 0,02, alors qu'il était de 0,25 avant 2010. Donc, c'est des efforts qui sont faits à travers des exigences législatives et réglementaires qu'observent aujourd'hui la plupart des opérateurs du secteur. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Alors, il y a eu une décision, Serge Julonguema, décision qui a été prise en 2010 par le gouvernement, qui visait donc à accélérer l'industrialisation du secteur bois, en passant donc par une diversification de l'économie. Et elle se matérialise par les transformations locales. On n'exporte plus, en principe, des grumes de bois non transformés localement. Est-ce que cette décision-là, est-ce que les acteurs plutôt du secteur bois étaient préparés à cette décision qui a été prise? Je commencerai en disant que décider, c'est choisir. Et la décision qui a été prise avait d'abord pour objectif principal la diversification. Oui, mais quand cette décision a été prise, moi, en ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que les acteurs étaient préparés. Parce que de facto, vous enlevez un opérateur économique qui est spécialisé dans le transport, dans la coupe des essences pour les amener directement en Chine, qu'il devienne de suite, demain matin, un producteur industriel, ce n'est pas facile. Ce qui fait qu'au lendemain de cette décision, nous avons connu un taux de licenciement, de fermeture, de licenciement de personnel, donc de fermeture des entreprises très élevé. On a des chiffres? Je peux vous en trouver quelques chiffres. Hein. Je vais rapidement rebondir sur cette question-là, si vous permettez. En fait, dire que ces gens-là ont été surpris par la mesure, c'est possible. Mais c'était prévu qu'en 2012, normalement, on arrêterait les exportations. Monsieur Gillot, vous le savez aussi bien que moi. Alors, la décision arrive, elle est prise en 2010. 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. Mais sauf que les efforts auxquels les opérateurs économiques ne se sont pas prêtés auraient dû l'être depuis bien avant que nous avons cette deadline-là. Alors, il s'est trouvé que, manifestant aucune volonté, nombreux effectivement ont souffert, mais il y en a qui n'ont pas souffert de cette décision-là. Ah bon? Il y en a qui n'ont sérieusement pas souffert de cette décision. C'est le processus d'adaptation. Parce que même lorsque la décision a été prise en 2010, il y a eu un moratoire. On a eu un moratoire, effectivement. Mais c'est parce que moratoire de combien de temps? On a dû tirer quasiment. Et il y a eu même d'autres exceptions encore qui se sont poursuivies pendant un temps, parce que c'est un processus qui était essentiel pour un secteur comme celui-là, qui était un secteur pourvoyeur d'emploi, mais qui était resté au stade quasiment un peu primaire. On coupe un morceau de bois, on le vend pour caricaturer, ce qui fait que c'est de la rente à l'état brut. Voilà. Nous sommes dans l'optique où est-ce que ces opérateurs étaient préparés pour la circonstance. En 2009, nous avons comptabilisé près d'un total de 160 entreprises. Oui. Et dans ces 160 entreprises, il n'y avait pas une vingtaine d'entreprises qui faisaient déjà la deuxième transformation. Oui. Tout le monde, le reste des entreprises étaient dans
la coupe directe et l'exportation. Oui. Donc, ce qui fait que lorsque les décisions, certains opérateurs sont préparés qu'en 2009, il y aura la suppression des exportations, voyez-vous qu'à ce niveau-là, ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui n'ont pas l'outil de production ou le matériel technique, lorsque la décision, qu'est-ce que ça donne? Ça ferme. Monsieur Gillot, la décision a peut-être été prise, mais le processus ils n'ont pas été surpris parce qu'il y en a qui estimaient que la décision ne serait jamais prise. Lorsque le président de la République prend cette décision-là, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas préparés, qui se disent, mais comme d'habitude, il n'y aura rien. Comme d'habitude, il n'y aura rien. Mais cette décision elle apparaissait totalement finalement, elle a été brutale. inéluctable. Non, elle était inéluctable parce qu'il fallait bien qu'un jour qu'on sorte de l'exploitation primaire. Est-ce qu'il fallait pas y aller de manière... Non, le problème, c'est quoi? C'est que le problème, il fallait inévitablement la prendre. C'était inéluctable parce que nous, le président de la République, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, en 2009, dans quel état se retrouve un peu l'économie gabonaise? Nous subissons ce qu'on appelle le stop and go de l'économie gabonaise à travers le pétrole. L'économie gabonaise subit le yo-yo du pétrole, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a la hausse, on se porte bien. Lorsque il y a le prix du pétrole qui baisse, nous portons très mal. L'économie gabonaise souffre sérieusement. Cette période-là, quand même. Donc, oui, non, mais pas en 2009. En 2009, ça a amorcé la reprise. Non, en 2009, nous ne sommes pas encore à $100. Il faut attendre les $100, nous les atteignons autour de 2012. 2011-2012, nous sommes à $100. Au moment où vous décidez de faire les... Donc, à partir de ce moment-là, vous savez, les opérateurs économiques du secteur forestier avaient de quoi se préparer de longue date. Il fallait prendre cette mesure-là. Au début, la pilule a été difficile à avaler, mais aujourd'hui, on se rend compte que les résultats sont plus, les retombées sont positives. On va demander à Serge Gillot Nguema, est-ce que les résultats sont positifs? Quelque part. Les résultats sont positifs. L'autre part est dû au fait que entre les premières années, ça n'a pas été, mais depuis 2014, les choses ont boosté. Mais monsieur Gillot, donc il fallait quand même prendre cette décision-là à un moment ou à un autre. C'est tout à fait normal. Les débuts sont toujours les plus douloureux, mais il faut prendre cette décision-là. Entre 2009 et 2014, monsieur Gillot, c'est tout à fait normal. Il y a eu une régression. De 2014 mais c'est le temps d'adaptation. Est-ce qu'on est passé, en 2012 par exemple, il était prévu que l'on puisse passer de 25-35% de transformation locale à 75%. On en est à combien là en 2016? On avait des chiffres? Non, les statistiques on avoisine environ les 70% de transformation, puisqu'il y a des secteurs où on arrive à la première, deuxième, voire la troisième transformation du bois sur le plan local. Alors il faut bien expliquer. La première c'est la coupe, deuxième c'est déjà le déroulage, et la troisième c'est le produit fini. Le produit fini qui est déjà fabriqué sur place. Très peu d'entreprises sont dans le produit fini. Et pour accompagner, oui, parce que ça nécessite beaucoup de technicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre, c'est-à-dire on est parti... On va dire, c'est comme si vous avez, vous laissez votre économie, vous laissez la structure de production de votre économie à des petits artisans qui ne sont pas suffisamment organisés, mais qui se contentent uniquement de prélever et ensuite vendre à l'extérieur. Donc du coup, la valorisation, il n'y avait pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est la matière brute, vous coupez, même M. Gillot qui est forestier pourra vous dire, le rendement matière à l'époque, c'est-à-dire que sur un tronc coupé, l'usage n'était que de 25%. Aujourd'hui, avec le système d'industrialisation, grâce à cette décision, au début difficile, mais aujourd'hui salutaire, reconnue d'ailleurs par la Banque mondiale à travers son dernier rapport, on se rend compte que nous sommes effectivement rentrés de plein pied dans l'industrialisation du secteur forêt. Alors, mais vu qu'on parle d'environ 15 000 emplois directs et 30 000 emplois non directs les chiffres devraient être à peu près cela, oui. À peu près cela, parce que ce processus de transformation, d'industrialisation du secteur bois crée énormément d'emplois et demande de la main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. Et c'est ce processus justement pour trouver la main-d'œuvre qualifiée qui a mené l'État à lancer un projet de l'école des métiers du bois qui va voir le jour du côté de Boué, où l'implantation est quasiment prête à près de 4,25%. C'est sur le point d'accueillir déjà ses premiers étudiants. Parce qu'il faut avoir de la main-d'œuvre qualifiée lorsqu'on se lance dans un processus de transformation de l'essence. Ce n'est pas un peu tard, Serge Gillot, on aurait pu le faire bien en amont. Ça veut dire que si en 2009 vous avez pris la décision
de stopper les exportations, il faut commencer à mettre en place ce genre de structure. C'est un processus. Il faut se dire que les sacrifices Par rapport à d'hier l'augmentation de l'emploi. font la fierté et le sourire aujourd'hui Voilà, et de demain. Gilo Nguema. Oui, à l'augmentation de l'emploi, ceci est dû avec l'arrivée de nouvelles entreprises. Voilà. Plus de technicité extérieure et intérieure qui se forment. Et non au niveau de l'école du métier du bois. L'école du métier du bois aujourd'hui n'est pas encore finie. Donc on est en train de recruter. Je disais qu'elle était Non, finie à mais 80%. ce qui se passe, c'est que Même sur les entreprises, on forme sur le tas. C'est-à-dire que si vous allez dans le... On forme sur le tas. Oui, Nous disons tout à l'heure que est-ce que cette politique a été rentable? Nous avons dit oui, elle a été rentable de 2014 jusqu'à ce jour. Parce que quoi? L'arrivée de nouvelles, l'implantation... 2 ans de maturation, il faut avouer que c'est un record. Le processus d'adaptation, c'est plutôt bien passé. Si vous allez à la zone économique d'un COP, par exemple, où il y a beaucoup d'unités de transfert, la zone spéciale de Nous avons un cluster là-bas, effectivement. Mais qui forme du bois. Sur quoi il faut vraiment s'apaisantir, c'est que nous passons là d'un système mais rentier à un véritable système de production avec une valeur commerciale ajoutée très certaine. Pourquoi? Parce que, d'abord, de un, ça permet aujourd'hui de résorber une partie du chômage parce que les spécialistes à l'époque, le secteur forestier, employait très peu de personnes. Ça veut dire que souvent, l'activité se passait en forêt. On coupait le bois, on le mettait sur un grumier qui allait directement à l'aéroport, mais très peu. La chaîne était faiblement alimentée. Or, aujourd'hui, avec les industries de transformation, M. Gillot, tout à l'heure, en a fait état des nouvelles qui se sont créées, avec d'autres métiers que le métier d'abatteur, affûteur. Donc, là aussi, avec la création de l'école des métiers du bois de Boué, on va avoir un renforcement de capacité qui permettra d'établir une véritable économie forestière au sens propre. Est-ce qu'on a un vrai contrôle, Serge Gilo Nguema, sur la non-exportation, la fin de l'exportation des grumes de bois ici? Est-ce que cette mesure est vraiment appliquée? Vous voulez me dire que dans ce pays-ci, plus aucun... Il y a eu quelques exceptions, quelques exonérations qui ont été faites à certains types d'exploitation et à certains types d'essence. Quelques exonérations, mais vraiment à la marge. De manière globale, vous voulez dire que c'est une mesure qui est bien appliquée? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Si aujourd'hui, lorsqu'on regarde au cordon douanier, il y a le système de plots. Les plots, ce sont des billes de koumé qui sont fendus et qui ne sont pas traités. Donc, et qui vont sous forme de bois. Donc, moi, je ne peux pas dire que la mesure est appliquée à 100%. Monsieur, on se retrouve dans quelques minutes après une pause publicitaire.